Bonjour chers amis internautes et bienvenue une fois de plus à ce nouveau rendez-vous qui traite de la problématique, des problématiques liées à la jeunesse africaine. Nous allons aborder comme ça aujourd'hui la deuxième partie et la dernière partie de la problématique précédente liée à la libération de la jeunesse africaine de l'emprise ou alors des griffes de la drogue. Alors, pas seulement de la drogue, mais particulièrement, nous allons parler effectivement de l'aspect drogue aujourd'hui. Dans la première partie, j'évoquais effectivement trois réalisations réalistes que les Africains peuvent faire parce que, comme je dis, il y a des réalisations éprouvées déjà sur le terrain et non faisables. Il est important aujourd'hui d'agir rapidement. Pourquoi j'ai évoqué dernièrement ces trois solutions? Je prends le cas de la dernière solution qui était relative à la formation citoyenne, patriotique et entrepreneuriale des jeunes. Et ça, c'est du ressort particulier des partis d'opposition et des organisations de la société civile. C'est très important. Il est difficile, j'ai dit très difficile, de pouvoir atteindre une transformation, une révolution sans input, c'est-à-dire sans formation, sans contenu dans un contenant. Et le contenant ici, ce sont les jeunes qui malheureusement souffrent d'un chômage structurel et parce que pensée et mise en application par ceux qui dirigent, par les gouvernants et les chefs d'État, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire et un peu partout. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Nous avons vu hier en Côte d'Ivoire, nous voyons au Togo, nous voyons au Cameroun, nous voyons dans beaucoup des pays de la région d'expression française d'Afrique. Toujours des tumultes, toujours des problèmes sociaux terribles et les jeunes sont généralement pris en otage. Alors, c'est dans cette dynamique-là que nous voulons nous inscrire, la dynamique de proposition afin de trouver une solution pérenne aux problématiques liées à la jeunesse africaine. Quand j'ai évoqué la nécessité de formation, sur ces trois champs-là, c'est-à-dire la citoyenneté, le patriotisme et l'entrepreneuriat, c'est juste parce que ce sont des méthodes qui ont déjà été éprouvées, parce que je n'invente rien. On peut aujourd'hui simplement innover sur la base de ce qui existe. Alors, nous avons par exemple des exemples pas très loin de chez nous, ou alors dans le temps très proche. C'est le cas par exemple au Sénégal. Nous avons connu le groupe, par exemple, ou alors l'organisation de la société civile appelée le Balai citoyen. Le Balai citoyen a été une organisation, ou alors est une organisation en Côte d'Ivoire qui a fait ses preuves. Je crois plutôt l'organisation Y'en a marre, autant pour moi, pas le Balai citoyen, Y'en a marre. Y'en a marre, c'est une organisation de la société civile créée au Sénégal afin de veiller effectivement au non-dérapage de la classe dirigeante, au pouvoir bien sûr, chef d'État et gouvernement. Et cette organisation de la société civile qui a formé des jeunes, formé politiquement des jeunes, très important, a contribué au Sénégal à établir un certain rapport de force entre les gouvernants et les gouvernés. Parce que c'est très important dans le monde dans lequel nous vivons. Le monde n'est que fait de rapports de force à tous les niveaux, au niveau macro qu'est la famille, jusqu'au niveau micro que sont les États. Ce sont des rapports de force perpétuels. Dans nos emplois, nous sommes toujours en rapport de force. Donc, effectivement, ces organisations assez civiles, le Balai Y'en a marre au Sénégal, a contribué pour sa part afin que la jeunesse sénégalaise soit davantage éduquée, très éduquée politiquement. Il y a par exemple un même mouvement de même type, le Balai citoyen, qui est né au Burkina Faso. Et effectivement, le Balai citoyen au Burkina Faso, en synergie avec Y'en a marre, le mouvement Y'en a marre au Sénégal, a contribué à la chute, le 30 octobre 2014, nous nous souvenons encore, la chute d'un tyran africain nommé Blaise Compaoré. Donc, l'objectif final de la formation et du réarmement mental et psychologique des jeunes sera de placer à la tête de nos États plus tard un nouveau leadership, un leadership amoureux de nos États, donc qui sera là pour travailler pour le peuple et non pour les intérêts, pour sauvegarder les intérêts de la France. Donc aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest du moins,
ça a plus ou moins marché, même si après la chute de certains, on a des hommes qui reprennent le relais à la tête des pouvoirs et qui ont toujours cette tendance un tout petit peu à se désintéresser des intérêts du peuple, mais ne nous leurrons pas. L'histoire a ceci de dynamique qu'elle s'inscrit dans une transformation perpétuelle. Elle n'est pas généralement statique parce que chaque nouvelle donnée transforme effectivement les positions figées historiques. Chaque nouvelle donnée dans l'avancée de l'histoire transforme les positions historiques. C'est-à-dire, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest a un certain héritage en termes de révolution populaire et jeune. On a connu en Côte d'Ivoire, c'est le peuple comme quasiment un seul homme, quasiment, parce qu'il n'y aura jamais d'unanimité, il n'y aura jamais 100% de la population qui s'élèvera pour une révolution, non. Mais comme un seul homme quasiment, c'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu dans la mémoire jeune historique de ce pays, on a vu un peuple déloger le feu général Gage au pouvoir pour placer à la tête un fils amoureux du pays, Laurent Gbagbo Koudou, le véritable chef d'État de la Côte d'Ivoire. On a vu, et pour le faire, il fallait que cette jeunesse-là soit éduquée. Parce qu'il n'y a pas de heureux cas, il n'y a pas de révolution sans éducation, sans input. Il faut avoir quelque chose, il faut connaître ses devoirs et ses droits civiques pour pouvoir, face à une adversité ou alors à un abus, réagir. Si on n'a pas ces données-là, c'est difficile, on sera en permanence abusé par les hommes en tenue et tout le reste. Donc, si le peuple ivoirien, à cette époque-là, a pu réagir ainsi et remettre l'église au centre du village, pour ainsi dire, c'est-à-dire remettre l'ordre dans le pays en mettant le président Laurent Gbagbo au pouvoir, c'est parce que cette jeunesse-là avait déjà un input, avait déjà une base d'éducation et donc de devoirs sacrificiels. Ce fut le cas au Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui est compté parmi les pays en termes de démocratie, entre guillemets, plus avancés dans la zone francophone et même voire sur le continent. Parce qu'effectivement, la jeunesse sénégalaise est relativement bien aiguisée en termes de formation politique. Elle sait ce qu'elle peut faire à quel moment, puisque hier elle a fait, alors demain elle peut faire la même chose. Et ceci implique une chose auprès des nouveaux dirigeants dans tout pays où historiquement les jeunes ont pu déloger un chef d'État par la simple volonté populaire, parce que ce chef d'État-là ne faisait pas le job pour la jeunesse. Ça implique que les prochains chefs d'État, connaissant la nature et la capacité de la jeunesse à laquelle ils seront confrontés, vont faire un minimum de job. Et pas à pas, progressivement, les chefs d'État seront contraints à travailler davantage pour la jeunesse et pour le peuple. Donc, la formation et l'autodétermination jeune est hyper important. Au Sénégal, nous le voyons, et nous le voyons encore aujourd'hui, parce que c'est d'actualité. C'est un peuple qui s'est mis en branle pour ramener l'état de droit qui est en train d'être violé par M. Macky Sall. Donc, voilà ce qu'on attend d'une jeunesse lorsqu'elle est éduquée. Une jeunesse qui n'est pas éduquée restera dans l'état du tribalisme, des divergences sous fond ethnique et tout le reste, et il n'y aura rien. On aura à la tête à perpétuité des hommes qui ont déjà un certain âge, comme au Cameroun par exemple, qui ont 40 ans de pouvoir et qui n'ont quasiment rien produit. Je dis quasiment parce qu'il n'y a jamais de zéro ou de néant. Non, ils ont produit une certaine quantité de choses, mais qui, au vu du temps passé au pouvoir, restent quasiment insignifiants. C'est ça la réalité. Donc, au Cameroun, c'est le cas avec le président actuel au Cameroun, qui est quasiment improductif. C'est le cas en Afrique, CEMAC, qui est quasiment le siège de tous les dinosaures, parce que là-bas, rien ne bouge quasiment. Parce qu'effectivement, il faut voir, cette jeunesse-là a été terriblement paupérisée, fragilisée, et le dernier coup d'éclat de cette jeunesse au Cameroun, c'était en 2008, par exemple. Mais depuis lors, nous sommes à plus de 12 ans aujourd'hui, il n'y a plus quasiment rien eu. Donc, à plus je parle de 10 ans, voire plus, il n'y a rien eu. Donc, et par conséquent, la seule chose qui a redoré le blason de la jeunesse camerounaise, par exemple, ce fut le coup d'éclat de l'organisation, pas encore légale, certes, mais une organisation qui a fait ses preuves, même sans être légale du point de vue juridique. C'est la brigade anti-Sardina à la base qui a permis
dans l'histoire du Cameroun, parce que les historiens, les prochains livres d'histoire retiendront cela, marqueront cela en noir et en blanc, noir sur blanc, qu'un groupe de jeunes de la diaspora ici en Europe a permis à ce qu'un chef d'État comme M. Biya ne puisse plus venir dépenser les milliards, je dis bien les milliards du contribuable camerounais qui peine à se soigner et qui meurt devant les hôpitaux par manque de soins, ne puisse plus venir dilapider ces milliards-là en Suisse, à Genève et ailleurs. Donc voilà un mérite, par exemple, qui a redoré un tout petit peu le blason de la jeunesse camerounaise, qui est considérée très souvent à raison comme une jeunesse qui parle beaucoup, mais fait moins, fait très peu, mais bavarde beaucoup, bref, du bavardage. Mais la diaspora jeune camerounaise a, à travers la basse brigade anti-Sardina, que je salue en passant, démontré que l'histoire est dynamique et que, coûte que coûte, une jeunesse volontaire et volontariste qui a un minimum de formation peut faire de grandes choses. Donc, il y a des dynamiques pareilles et il est important aujourd'hui en Afrique d'expression francophone de trouver des solutions véritablement pour sortir la jeunesse des griffes de tous ces mots MAUX qui minent cette jeunesse. Dans le cas présent, c'est la drogue. Et la meilleure solution pour sortir ces jeunes de l'emprise de la drogue, c'est de leur trouver un emploi. L'emploi qui n'est pas, malheureusement, qui est dans la hiérarchie et dans des pays sérieux et normaux, le devoir du leadership qui impulse des stratégies et des visions pour la création d'emplois. On n'attend pas qu'un État crée l'emploi pour tout le monde. Non, c'est le devoir de l'État d'avoir une vision chiffrée et dans le temps, de trouver les hommes, la ressource humaine qu'elle a formée au préalable pour conduire cette vision, de suivre cette vision et de l'évaluer dans le temps et bien sûr d'ouvrir les crédits bancaires aux entrepreneurs qui sont en fait des créateurs de richesses qui viendront créer de l'emploi que l'État ne peut pas créer parce qu'elle est limitée en termes de recrutement. Donc, malheureusement, ce n'est pas fait dans ces États d'expression française en Afrique. Dès lors, il faut absolument, je dis urgemment, redimensionner, réarmer cette jeunesse-là en l'éloignant de la drogue à travers les occupations qui pourront vraiment l'aider à s'auto-employer, qui pourront l'aider à se former politiquement, à connaître ses droits et ses devoirs, afin plus tard de déloger, je dis bien déloger ces chefs d'État actuels au Cameroun, en Côte d'Ivoire et ailleurs, de leurs fonctions et de reprendre la souveraineté. La souveraineté appartient d'abord au peuple, c'est connu de presque tous. La souveraineté appartient au peuple et le peuple délègue cela à travers, entre guillemets, des élections à un homme afin de garantir un devenir meilleur pour ce peuple. Et dès lors que ceci n'est pas fait, ce contrat n'est pas exécuté, le même peuple, c'est-à-dire les jeunes, je n'attends pas à ce que sur 25-30 millions d'habitants, que tous les 30 aient le même niveau de compréhension politique et voire géopolitique, non, mais il y a toujours un noyau, une masse critique, c'est-à-dire la masse qui atteint, permet de faire la bascule, qui pourra effectivement reprendre cette souveraineté des mains de ceux qui ont démontré leur incompétence sur une longue durée et de remettre cette souveraineté-là, ce pouvoir à des hommes amoureux du continent. Donc, vivement que la diaspora africaine de ces États, ainsi que ceux qui sont restés au pays, travaillent davantage pour sortir effectivement la jeunesse de cette précarité et de la drogue ambiante et cette drogue qui sert les intérêts de ceux du pouvoir parce que, voyez-vous, quand de manière structurelle des gens à qui on a donné pour un certain temps la souveraineté, malheureusement quand ils utilisent cela pour exposer la jeunesse aux jeux de hasard, parce que dans ces états-là il y en a plein de jeux de hasard, exposer cette jeunesse à un chômage violent et massif, exposer cette jeunesse à la tentation à des types d'églises ou alors des lieux de culte qu'on laisse ouvrir à dessein dans tous les coins de rue, et ça c'est à dessein, afin davantage, l'opium du peuple, afin davantage de tuer toute velléité de revendication, qui expose cette jeunesse à un type de musique,
Je dis bien un type de contenu musical qui n'est que orienté vers l'obscénité, le sexe, la jouissance. En fait, ce sont des éléments assez suffisants pour comprendre que c'est une jeunesse extrêmement en danger et ça met en péril tout un État parce que face aux menaces énormes qui peuvent advenir demain, cette jeunesse-là ne pourra pas véritablement s'élever pour défendre l'État. D'où la nécessité urgente de débusquer, de déloger à la tête de nos États ceux qui ont prouvé leur incompétence dans la durée au Cameroun, en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique francophone d'expression française, bien sûr. Donc, c'est hyper important aujourd'hui de travailler dans ce sens et il y a assez de solutions. J'ai produit 3 solutions réalisables. Il y en a d'autres. Il y a des jeunes qui se lancent sur le terrain et on trouvera forcément une solution. Donc, voilà, c'était tout pour la deuxième et dernière partie de cet échange. Je vous rappelle encore que la production, du moins l'obtention de mon livre sur Amazon, toujours disponible. Et bien sûr, ceux qui veulent adhérer à la jeunesse panafricaine, la GEPA, basée aujourd'hui dans presque 5 États africains, parmi lesquels le Cameroun. La GEPA a un site internet www.gepa.org, donc jepa.org. Et bien sûr, adhérer, contribuer. Il y en a beaucoup d'autres associations de ce type sur le continent. J'exhorte les Africains à comprendre, surtout la jeunesse africaine, qui très souvent, parfois, cette partie de la jeunesse-là, qui très souvent dit « Non, je suis apolitique, je ne veux pas m'occuper de la politique », mais c'est un leurre, c'est comme vouloir se cacher derrière son doigt, c'est comme vouloir démontrer la quadrature du cercle qui est impossible depuis l'Antiquité. Non, c'est pas possible. La politique se vit au jour le jour. Si on ne la pratique pas et on ne la fait pas, la politique finira par nous faire, et déjà elle est en train de nous faire depuis des décennies. C'est pour ça que des gens peuvent mourir aussi facilement dans des États à potentiel de richesse extrêmement énorme, comme nos États d'expression française. Donc, vivement que les jeunes s'intéressent à la chose politique, parce que s'ils ne font pas la politique, s'ils ne se laissent pas former en politique et dans d'autres domaines, ils vont subir les affres de la politique et de manière violente et dans leur chair. Donc, nous appelons la jeunesse à s'intéresser à la politique, la gestion de la cité et à s'intéresser aux résultats de ceux à qui ils ont donné la souveraineté. Merci, c'était tout pour cette deuxième épisode et la dernière, bien sûr, de cette partie liée à comment libérer la jeunesse africaine de l'emprise de la drogue. Et bien sûr, si vous avez des propositions, faites-les simplement dans les commentaires et n'oubliez pas de liker. Merci pour vos encouragements. Bye bye, bye bye.